Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous, c'est excellent, votre rendez-vous du dimanche 19h avec l'excellence française sur Sud Radio. C'est une artiste aux multiples facettes, une comédienne que nous connaissons bien dans nos salles obscures et puis sur les scènes de nos théâtres aussi. Et c'est l'écriture qui l'accompagne en ce moment, j'ai nommé Gabrielle Lazur. Alors Gabrielle, vous venez aujourd'hui avec votre premier roman, qui n'est pas votre premier livre cependant, À la recherche du plaisir perdu. C'est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est l'histoire de Nancy, une femme dans la soixantaine qui, lasse de son mariage, s'aventure dans l'univers des rencontres extra-conjugales. Tout ça sans tabou, mais on va en parler. Bienvenue sur Sud Radio, Gabrielle Lazur. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Il est directeur relations presse, extérieures et publiques chez Orange France, mais lui aussi a plusieurs cordes à son arc. Benoît Pernin, vous nous proposez un portrait de femme dans votre pièce de théâtre détachée mais pas indifférente. C'est sorti aux éditions Maya. Et c'est pas n'importe quelle femme, il s'agit de Lee Miller, la plus grande photographe, ancienne muse de Man Ray. Alors elle s'est fait prendre en photo dans la baignoire d'Hitler à Munich et c'est ça que vous nous racontez. Un cliché qui a fait le tour du monde et qui lève encore bien des questions. C'est bien passionnant tout ça. Bienvenue Benoît Pernin. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue chez vous, chers amis. Alors Gabrielle Lazur, comme je le disais en introduction, vous nous venez ce soir avec votre premier roman, qui n'est pas votre premier livre, on l'a dit, À la recherche du plaisir perdu. C'est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson et c'est l'histoire en fait d'une femme qui, après un long mariage, décide de découvrir la sensualité ou alors une autre sensualité que ce qu'elle n'a connu, parce qu'elle a connu un seul homme, c'est ça. Voilà, elle a connu deux hommes, un quand elle était une gamine et puis un pendant 40 ans. Voilà. Mais il ne se passe plus rien avec son mari. Donc c'est aussi pour ça. Elle considère que voilà, elle se sent vivante et d'un seul coup elle s'aperçoit qu'il se passe rien, il y a un truc qui lui manque et en fait, j'ai voulu un petit peu avec ce roman inverser le schéma classique où on dit souvent avec la lassitude, c'est le mari qui va voir ailleurs et avec tout des ça. petites jeunes de 20 ans, là c'est exactement. Et là c'est elle. Et puis voilà, c'est parce que voilà, il y a beaucoup de femmes après la ménopause qui se disent j'ai une baisse de libido, de toute façon, je m'en fiche, ça m'intéresse plus, etc. Et moi, je trouve ça très injuste en fait. Que les femmes vivent sans plaisir, sans désir, c'est pas normal, quoi. Que les hommes, ils en profitent jusqu'au bout et les femmes, non. Donc, j'ai voulu un petit peu les aider à avoir un peu plus d'audace, quoi. Et c'est d'ailleurs un livre assez sensuel dans l'écriture aussi. Donc, vous leur donnez envie aussi par les mots, quoi. C'est ça Oui, c'est pas toujours, on va dire sensuel, oui, c'est pas toujours, voilà. On va dire, ça se passe pas toujours comme elle voudrait, mais c'est assez cru. Parce que ça aussi, c'est un petit peu en réaction, je me suis rendu compte au fait qu'on dise que la femme devient invisible, qu'on ne la voit plus, elle est transparente. Donc là, j'ai dit, non, là, chez moi, elle sera pas transparente. On va tout savoir ce qui se passe dans ce petit corps, voilà. Alors, vous citez, Gabrielle Lazur, notamment Spinoza, au début du livre, qui nous dit « Le bonheur, c'est de réaliser sa nature profonde, de se faire du bien pour trouver la joie ». C'est un peu l'écriture, le secret de votre nouveau bonheur à vous, j'ai envie de dire. En tous les cas, c'est vrai que dans une vie de comédienne, il y a toujours des hauts et des bas, des périodes où on travaille, des périodes où on travaille moins. Et je me suis rendu compte aussi que le fait de canaliser l'énergie créative ailleurs, là, par l'écriture, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet de justement circuler, ça donne beaucoup d'énergie, ça rend vivant. Et puis on apprend plein de choses, on observe. Aussi, quand on est comédien, on fait ce travail un peu d'observation. Donc en fait, ça sert aussi pour l'auteur. Alors, ce qui est intéressant quand on vous regarde, c'est que quand on lit ce livre, c'est qu'on sait qu'il y a des bouts de vous, parce qu'elle vient d'outre-Atlantique comme vous, même si c'est pas du même endroit, parce que vous êtes plus ou moins dans le même âge, etc. Mais on voit aussi que vous êtes allé vous inspirer de divers morceaux des femmes que vous avez dû croiser dans votre vie, etc. Et finalement, l'idée, c'est d'arriver au cœur de cette ville lumière qui a le parfum de la volupté dans les années 70, et de nous raconter ça aussi, cette période-là. Oui, la période de Paris, c'est la période où moi je suis arrivée à Paris un tout petit peu avant Nancy et c'est vrai que c'était complètement différent de l'Amérique, quoi. Moi j'ai grandi à Montréal mais je suis moitié américaine, donc j'ai de la famille aussi au Colorado, je pense qu'on raconte toujours un petit peu quand même des choses qu'on connaît. Elle vient de Denver, Voilà, elle vient de Denver, Nancy, et puis voilà, elle arrive et puis il y a moins de tabous d'une certaine manière, en tout cas pour la sensualité que l'Amérique puritaine où on a grandi. Et alors, il y a cette fameuse attitude des French lovers face à la candeur de Nancy qui n'est autre, vous le dites vous-même, qu'une forme de machisme, finalement. Oui. Retoquée notamment par Simone de Beauvoir, très présente dans votre roman, que vous citez plusieurs fois, et donc qui dit personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. C'est donc ça la société patriarcale, j'ai envie de dire. C'est des hommes inquiets pour leur virilité. Je sais pas, parfois on a l'impression que quand un homme, on dit ça, il y a une
grosse voiture ou trop de muscles ou trop, ça cache quelque chose. Parfois, ils ont d'autres soucis. Ouais. Et alors, il y a aussi un autre sujet, un autre tabou que vous explosez, c'est Nancy face à sa ménopause et ce que ça provoque, ce que ça a provoqué chez elle derrière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites aussi que c'est une libération, quoi. Une fois qu'on est sorti de là, c'est une libération absolue. Ça, c'est important de le dire. Il y a on va dire une période transitoire où c'est un peu particulier quand les changements hormonaux sont en train de se produire. On se sent pas anormal, on a des symptômes, on dort pas bien, etc. Et tout. Et une fois que c'est digéré, traversé et tout, après, en fait, on n'a que les avantages, quoi. Cette liberté. Et vous l'avez vécu comme ça aussi? Moi, je l'ai vécu. Oui, la ménopause, je l'ai vécu, on va dire, 10 ans avant mes 60 ans, puisque ça arrive quand même un peu plus tôt. Mais moi, j'ai eu ma fille tard aussi, donc en fait, j'ai tout fait tard. Donc peut-être cette période fameuse de liberté, je l'ai eue 10 ans après certaines autres femmes. D'accord. Mais bon. Ou avant. Il n'y a pas d'âge pour le. Il n'y a pas d'âge pour le plaisir. Voilà. Et le plaisir. Et alors Nancy, elle redécouvre, ou j'ai envie de dire, découvre carrément sa sexualité en s'inscrivant sur des sites de rencontres, une liberté qui n'arrive qu'après la volonté de prendre des risques. C'est comme ça qu'elle se sent vivre en fait, en prenant ces risques-là. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Je pense oui, cette mise en danger, ça lui donne aussi un petit boost d'adrénaline, de quelque chose qui se passe et d'aller vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, comme on dit, et ça lui permet de lâcher prise et de voir les choses autrement. Et son cheminement, ça va évoluer, parce qu'au début, elle est un peu coincée, évidemment, elle n'ose pas trop se montrer, puis petit à petit... Et alors, on découvre aussi qu'elle sait peu ou rien de son anatomie personnelle à 60 ans. Elle découvre ça tardivement. Oui. Est-ce que c'est une chose commune aux femmes de cette génération, en fait, de ne pas avoir... d'être partie à la découverte de soi? Peut-être qu'il y avait des tabous plus avant, effectivement. Et moi, j'avais joué aussi en 2001 les monologues du vagin. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que dans ce texte-là aussi, on prend conscience de tout ça, qu'il y a un moment où on dit on devrait tout prendre un petit miroir et regarder à quoi ça ressemble, parce qu'il y a ce côté caché aussi chez la femme. L'homme, ça se passe à l'extérieur, et la femme, il y a une partie de mystère, quoi. Oui, bien sûr. Benoît Pernin, vous avez décidé d'écrire une pièce de théâtre qu'on rappelle Détachée mais pas indifférente, c'est sorti chez Maya. Vous explorez un moment iconique, la célèbre photo de Lee Miller dans la baignoire d'Hitler, qui capture un mélange de vulnérabilité, je vais y arriver, et de défi. Quand Gabrielle Lazur, elle de son côté, elle plonge dans l'intimité, la quête de soi d'une femme face à ses désirs et ses contradictions. En fait, on est à peu près au même endroit, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que la transgression des normes, qu'elles soient sociales ou personnelles, c'est nécessaire aussi pour révéler ces personnages-là? Oui, de toute manière, Lee Miller est un personnage complètement atypique. Ce qui est déjà incroyable, c'est qu'elle était complètement... Elle a disparu finalement entre 48, 49 et les années 80. Ouais. Il a fallu que son fils fasse tout ce travail de recherche pour pouvoir la remettre sur le devant de la scène. Avec l'aboutissement, avec le film qui sort en ce moment avec Ken Swisley, Lee. Elle a transgressé énormément de choses dans sa vie, Lee Miller. C'est peut-être pour ça qu'on lui en a aussi beaucoup voulu. À une époque, on parle fin des années 20, des années 30, des années 40, et tout ce travail qu'elle a fait en transgressant des règles bien établies, notamment le fait d'aller débarquer avec les troupes américaines, c'est une des seules, jusqu'à cette fameuse photo dans la baignoire d'Hitler. Il n'y a pas plus grande transgression, je crois, qu'on puisse faire. Même toutes les photographies, c'est ce que je raconte dans la pièce, c'était une des seules à photographier les camps de la mort, où les hommes posaient leur appareil photo, étaient écœurés, vomissaient, n'en pouvaient plus. Elle continuait jusqu'au bout. Donc, c'est une des premières femmes grand reporter, en fait. C'est une des premières femmes grand reporter, reporter de guerre. Alors, il n'y avait plus forcément une guerre très active, parce que c'était la fin de la guerre, mais elle a plutôt photographié les ravages en fait de ce conflit et les conséquences, et notamment les photos de Buchenwald et de Dachau. Oui, bien sûr. Dame très importante à découvrir, d'ailleurs je vous le conseille tous pour ceux qui ne connaissent pas Lee Miller et ce livre Détachée mais pas indifférente. Gabrielle Lazur, l'idée c'est que les livres ils ont quand même un impact et sur les gens et sur notre manière à nous d'appréhender le monde en fait. Vous nous racontez quand même une certaine vision que vous avez de comment ça devrait se dérouler finalement, non? Je ne sais pas si c'est comment ça devrait se dérouler. Comment vous auriez envie? En tous les cas, c'est suite au fait que j'ai constaté, en effet, chez beaucoup de femmes autour de moi, qu'il y a une sorte de... Elles démissionnent un petit peu, quoi. Elles n'ont plus envie d'être avec quelqu'un, elles n'ont plus envie même d'explorer quoi que ce soit. Et je me dis, si ça commence à 50 ans et on a encore au moins
peut-être 30 ans à vivre, c'est un peu triste de pas. Mais est-ce que c'est une histoire d'envie ou est-ce que c'est une histoire de regard de la société? Je pense que c'est aussi sociétal, en effet. C'est-à-dire qu'elle s'empêche, quoi. Exactement, je pense qu'il y a ça, et c'est pour ça aussi que ce livre, il est un peu cru et tout, pour dire, c'est pas grave, on peut en parler, ça fait partie de la vie, c'est pas interdit de... Et comme faisait Lee Miller, alors évidemment la comparaison elle est bien heureuse là, mais l'important c'est aussi de transgresser pour être vu, quoi. Hein? Peut-être, oui, parce que justement, quand je suis allée voir la maison d'édition, c'était un peu une condition. Je dis, si on fait une version édulcorée, moi ça m'intéresse pas, parce qu'après ça porte rien, quoi. C'était effectivement pour essayer de faire un petit peu bouger les choses, le regard. Et pour montrer que les femmes, elles peuvent aussi avoir des envies sans amour et des envies crues, comme vous dites. C'est ça, parce que si une femme, par exemple, qui perd son mari au bout de quelques années de mariage, se met sur un site de rencontre, de Mythique ou un truc comme ça, ou note les trucs de vieux, là, pour essayer de retrouver une âme sœur, deuxième chance, je sais pas quoi, tous ces trucs-là, et ça c'est acceptable. Ouais. Mais si qu'une c'est femme juste de pour 60 ans qui a juste l'air, envie de baiser, qui a juste envie d'avoir du plaisir, pour un homme, c'est pas choquant, mais pour une femme, ça reste encore aujourd'hui tabou, je crois. Ouais. Et ben voilà, les choses sont dites. Sud Radio, c'est excellent. On vous revient tout de suite avec la comédienne écrivaine Gabrielle Lazur et son livre À la recherche du plaisir perdu, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Et puis Benoît Pernin, directeur relations presse de chez Orange, mais aussi écrivain. Sa pièce de théâtre Détachée, mais pas indifférente, aux éditions Maya. Vous restez là tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus c'est excellent. Avec moi ce soir, la comédienne et écrivaine Gabrielle Lazur et son roman À la recherche du plaisir perdu chez Héloïse d'Ormesson. Et Benoît Pernin. Alors Benoît Pernin, vous êtes directeur des relations presse extérieures et publiques de chez Orange France et Soch, je le dis. Mais vous êtes aussi écrivain et vous avez écrit une pièce de théâtre, Détachée mais pas indifférente, et c'est sorti aux éditions Maya. Alors c'est un focus sur ce fameux cliché dont on parlait, de la photographe Lee Miller, qui pose nue dans la baignoire d'Hitler en 1945. Elle pose nue en plus, si j'ai bien compris, le jour du suicide. Exactement. La photo a été prise alors qu'Hitler se suicidait. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle retrouve Man Ray, avec qui elle a une histoire d'amour, et ils ont toute une conversation plus tard là-dessus. Mais elle ne lui dit pas que c'était une mise en scène. Alors que c'était une mise en scène, quand même. En fait, c'est une mise en scène. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai volontairement voulu écrire une pièce de théâtre, ce qui n'est pas de nos jours très, très, très évident, mais je voulais vraiment créer une confrontation en fait, entre deux monstres sacrés, Man Ray et Lee Miller, qui ont partagé 3 ans de leur vie à Paris dans les années 20, les années folles, les années les plus exceptionnelles. Et puis de son propre chef, elle est partie. Elle est partie et elle a voulu créer sa propre vie et devenir une artiste à part entière. En fait, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est la question qui m'a interpellé, c'est en fait comment on passe des unes de Vogue à la baignoire d'Hitler. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique. Moi, j'ai vu cette photo à Arles lors des rencontres de la photographie. Il y avait une grande exposition sur Lee Miller il y a 2 ans. Et ça vous a troublé, quoi. Et franchement, cette photo m'a vraiment fait réfléchir sur savoir comment, psychologiquement, intellectuellement, on fait ce parcours. Et alors effectivement, comme je disais, elle a voulu transgresser un certain nombre de règles. Et finalement, cette photo, qui en plus était son plus grand triomphe photographique, qui l'a complètement plombé aussi derrière. Mais qui a complètement plombé. Et tout le paradoxe de cette histoire-là, c'est que Lee Miller a tout fait pour sortir de ce rôle de modèle, pour devenir photographe, et elle a été une grande photographe. Et finalement, elle est connue comme étant la femme dans la baignoire d'Hitler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était avec un photographe. Alors, par les non-aficionados, parce qu'elle était quand même connue d'un certain nombre de gens. Exactement. Voilà. Et elle était donc avec un photographe qui lui prend la photo. Et après, elle-même a pris la photo de ce photographe dans la baignoire. Et ces photos ont disparu. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Donc on a vraiment voulu mettre en scène, et elle-même a fait la promotion de cette photo. Et comme vous le dites, cette photo a été sa déchéance, puisqu'après elle n'a plus rien fait. Il faut savoir que Lee Miller a fini en donnant des cours de cuisine. C'est dingue, quand donc on y pense. Ça n'a rien à voir. Il a fallu attendre pratiquement 40 ans pour que son fils, avec qui elle était fâchée, redécouvre, en fait, en montant dans le grenier, des centaines de milliers de pièces. Et d'ailleurs, vous le mettez en scène. Et je le mets en scène parce que je pense pas qu'en fait, on peut pas comprendre Lee Miller si on comprend pas son histoire avec son fils, le lien qu'elle a avec son fils, et cet homme qui, en 77, redécouvre ces milliers de cartons, son uniforme, dit mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Enfin, c'est quoi l'histoire ? Et depuis, il s'en doutait pas, lui. Il s'en doutait pas. Il y a eu des expositions. Les dernières expositions de Lee Miller, c'est 46, 47. Oui.
Voilà, il n'y avait pas le digital, il n'y Bien avait pas avant lui, Internet. quoi. Voilà, et donc une fois qu'on avait exposé, si on n'avait pas les catalogues, si on faisait plus rien, on disparaissait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez choisi de faire ce livre au moment où il y a le film. C'est le hasard complet. Voilà, mais aussi à un moment où on est quand même en pleine montée de l'antisémitisme en France en ce moment. Donc il y a des choses qui sont en train de changer, j'ai envie de dire, dans la structure même de notre société. Ouais. Et donc c'est comme un rappel à l'histoire, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est voulu chez vous ou pas ? Inconsciemment, peut-être. En plus de mes différentes cordes à mon arc, je suis assez engagé sur cette cause-là. Mais je crois que finalement, Lee Miller, qui détestait l'injustice, a tout fait pour aussi montrer l'horreur. Et quelque part, cette photo dans la baignoire d'Hitler, c'est le summum de l'horreur. Enfin, prendre un bain dans la baignoire où il était nu d'Hitler, lui-même. là où lui-même était nu, avec son portrait, la Vénus qui représentait le summum de la beauté arienne. Elle-même, d'ailleurs, vous le dites, elle-même, Lee Miller, elle représentait le summum de cette beauté arienne, parce qu'elle était blonde aux yeux bleus, etc. Ouais, exactement. Elle a pu prendre une photo dans le lit d'Hitler, puisque cet appartement était resté en l'état, mais elle a vraiment choisi le lieu le plus intime, en fait. C'est ça. Et je pense que le fait de faire ça montre à la fois aller jusqu'au bout, en fait, comment on peut montrer l'horreur une fois qu'on a photographié l'horreur des camps de concentration, des chambres à gaz. Finalement, elle se met en scène et elle montre ce qu'il y a de pire sur Terre. Et c'est pour ça que cette photo a été à la fois un vrai scandale, mais aussi célébré par certains, et ce qui a amené finalement une certaine déchéance de Lee Miller. Mais effectivement, elle a voulu montrer l'horreur, l'antisémitisme, tout ce qui était le plus affreux sur Terre. Et c'est aussi ce qui fait ça superbe, parce qu'en fait, explorer le trauma chez elle, c'était sa force. Elle a utilisé la photographie pour elle-même gérer ses propres traumatismes, en fait, de son passé. En fait, c'est cette photo est l'aboutissement en fait de sa vie qui était un petit peu chaotique, puisque elle a été la muse de Man Ray. Man Ray qu'il a beaucoup utilisé. Elle a fait beaucoup de choses pour Man Ray. Sans qu'il la cite, forcément. Sans qu'il la cite ou sans qu'il reconnaisse son travail. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu partie, puisqu'elle voulait être elle-même, non pas être une secrétaire, une muse. Elle voulait ou pas autre. être un sujet, elle voulait créer les sujets. Elle voulait créer, et j'ai toujours dit, je le dis dans le livre, et je suis assez persuadé de ça de Lee Miller, c'est que Lee Miller a toujours voulu plutôt être utile qu'importante. Et ça, c'est aussi tout un fil, c'est tout le fil rouge de sa vie, c'est comment être utile, comment dénoncer, mais aussi comment créer, comment faire des belles choses. Et ça, c'est un aspect extrêmement important de sa personnalité. Et cette relation complexe qu'elle avait avec Man Ray, d'ailleurs, dans le dialogue qu'ils ont 20 ans après, on comprend que leur complicité, c'était aussi cette rivalité artistique très très forte, en fait, qui l'a fait passer de sa muse à lui, où il avait un contrôle total, à en fait, quelqu'un de libre, quoi. Hein, c'est ça. Complètement. C'est toujours l'histoire en fait des rapports humains. Complètement, parce qu'il faut quand même savoir que Lee Miller n'a pas été la première muse de Man Ray. Il y a eu notamment la fameuse Kiki de Montparnasse, cette fameuse photo, le violon d'Ingres. Donc il y en a eu plusieurs. Et finalement, elle a fait quand même des pieds et des mains. Elle a pratiquement occupé l'appartement de Man Ray quand elle était à Paris. Puis Man Ray s'est pris au jeu, il a pris avec elle. Mais elle voulait plus. Il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que c'est toute la bande, ce qu'on appelle des surréalistes à l'époque. Donc il y avait toute une bande qui se baladait dans Paris, qui créait et qui développait, et qui a, je le raconte un petit peu aussi... Picasso compris d'ailleurs. Picasso compris. Il y a des photos du reste du fils de Lee Miller sur les genoux de Picasso. Impressionnant. Les Lehar, Breton. Il y a eu toute une question au moment de 40, de savoir s'il fallait rester ou partir. Je le raconte un petit peu. Et beaucoup de surréalistes sont partis à ce moment-là. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'ils sont tous revenus pratiquement en 45, et surtout au même endroit. C'est pour ça que je situe l'action à l'hôtel Istria, qui était le grand hôtel de Montparnasse. À côté de la Coupole. À côté de la Coupole, exactement. Excellent restaurant. Ils sont revenus pratiquement au même endroit avant de partir. Mais il y avait cette espèce de dire que finalement la guerre a été une espèce de parenthèse. On est parti, on a fait autre chose, et on revient là où ça a commencé. Alors, elle est sans tabou, cette Lee, un peu comme la Nancy de Gabriel, en posant nue dans la baignoire d'Hitler. Elle défie les normes, les attentes, pas que de cette horreur dont on a parlé, mais aussi de ce que doit faire une femme à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est aussi l'histoire de la libération des femmes à travers l'art, j'ai envie de dire. Benoît Pernin. C'est vraiment le début. Après, ce qui est assez fascinant avec Lee Miller, et c'est ça qui aussi interpelle, j'ai pas forcément la réponse, c'est qu'elle a été très très loin, elle s'est complètement libérée, c'était un modèle, puis après pour ne plus rien faire. Elle n'a pas continué entre 47 Mais on et est en droit de 77. se demander pourquoi. Vous avez un début de réponse, vous ?
Moi, je pense que c'est pour ça que la pièce se passe, entre autres, dans la baignoire d'Hitler. Moi, je pense que cette fameuse photo l'a détruite et je pense qu'elle a compris qu'elle avait... vous voulez dire, psychologiquement, par rapport à ce qu'elle a fait comme action, quoi. Exactement. Et je pense qu'elle a compris qu'elle avait été au bout de ce qu'il y avait à faire et que psychologiquement, une fois qu'elle avait fait ça, il n'y avait rien de plus fort, rien de plus fort à faire. Ouais, donc, elle est revenue à une vie plus stable avec son mari, l'artiste Roland Penrose. Voilà, elle a continué à vivre comme il fallait, etc. Mais elle n'était plus sur le devant de la scène. Elle n'a pas voulu aller au-delà de ce qu'elle avait fait. C'est la simple analyse que moi j'ai. Je pense qu'on ne saura jamais. Mais ça reste un vrai mystère. Oui. Gabriel Lazur, libérer la libération des femmes à travers l'art, c'est une action dans laquelle, j'ai envie de dire, vous vous reconnaissez un petit peu, non? Un peu, je crois, oui. Finalement, tout est permis dans l'art aussi. Il n'y a pas ces mêmes frontières, c'est pas un côté raisonnable. Les artistes, que ce soit des auteurs, des peintres ou n'importe, il y a toujours une part d'imaginaire. Et là-dedans, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et donc, finalement, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer la société, c'est-à-dire en instillant, en distillant des idées, pourquoi pas le désir à 60 ans, etc. C'est la même chose. C'est des petites graines comme ça qu'on jette et qui vont peut-être germer chez les uns, chez les autres. Mais moi, en fait, quand j'avais commencé, vous écrivez pour qui? Là, en fait, au tout début, j'avais commencé d'une manière un peu pas plus détachée, mais un peu. Je prenais des notes, tout ça. J'avais envie de faire un livre par rapport à, comme je disais au début, là, ces femmes qui finalement se contentent de rien, et je trouvais ça un peu révoltant et tout. Mais en fait, après est arrivé le confinement, parce que j'avais déjà commencé avant. Et pendant les confinements, je me suis dit, mais si t'écris, il faut que ça serve à quelque chose humainement aussi. Il faut faire quelque chose pour aider les autres, vraiment, quoi. Et je suis contente parce que déjà, dans les salons du livre et tout, il y a des femmes qui sont venues un peu timides, comme ça, qui m'ont dit, mais merci beaucoup, grâce à vous, je me suis inscrite sur Amity. Et je me dis, putain, c'est bon, c'est gagné. J'ai eu ce que je voulais. Bah oui, c'est donc ça c'est aussi. l'idée, quoi. C'est écrire avec le plaisir, ça en donne aussi, hein. Je pense, il y a ça aussi, c'est de transmettre un petit peu l'énergie, quoi, qu'il puisse y avoir une sorte de force comme ça. Et même dans l'écriture, je voulais pas que ça soit trop formel, trop littéraire, que ça reste quelque chose d'un peu rythmé, quoi, comme ça marche dans la vie. C'est vrai. Allez, c'est excellent sur Sud Radio. La comédienne et écrivaine Gabrielle Lazur est avec nous et avec son livre À la recherche du plaisir perdu. C'est chez Héloïse d'Ormesson et Benoît Pernin aussi. Vous êtes directeur des relations presse de chez Orange et vous écrivez Détachée mais pas indifférente, le livre sur Lee Miller dans la baignoire d'Hitler. C'est sorti aux éditions Maya. Vous restez avec nous, on est encore là. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Aujourd'hui, on est avec la comédienne écrivaine Gabrielle Lazur et son livre À la recherche du plaisir perdu, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Et Benoît Pernin, qui est directeur des relations presse de chez Orange, avec sa très jolie pièce de théâtre Détachée mais pas indifférente, sortie aux éditions Maya. Alors, vous avez un point commun tous les deux. J'ai déjà commencé à en parler tout à l'heure, mais vous avez quand même choisi de raconter des femmes fortes qui assument leurs différences, Gabrielle Lazur. Est-ce que vous reconnaissez dans une Lee Miller ? Oui, c'est vrai, je vois ça aussi. Ce qui est drôle, c'est que la sœur de ma mère, ma tante, est photographe, et je vous racontais tout à l'heure, elle a 90 ans et elle travaille toujours, quoi. Génial. Elle est assez incroyable et elle s'appelle Nancy. C'est en hommage à elle que j'ai donné ce prénom pour le personnage. Et oui, moi, en fait, personnellement aussi, je me suis rendu compte qu'au fil des ans, il faut bien qu'il y ait des avantages aussi au vieillissement. C'est que plus ça avance, adolescente, j'étais hyper mal dans ma peau. À 20 ans, c'était vraiment pas gagné non plus encore. Et là, c'est que maintenant, ce que les autres pensent de moi, franchement, ça me glisse comme ça. Du coup, vous êtes au top maintenant, quoi. C'est ça que vous voulez dire. En tout cas, sur votre je me sens mieux, quoi. Je me suis plus heureuse qu'avant parce que je suis plus moins libre, attachée au regard. Voilà, je fais moins attention au regard, voilà. Et vous, le fait que vous ayez choisi une femme forte, Benoît Pernin, avec votre regard d'homme, en fait, ça nous apporte aussi un regard particulier, forcément, puisque vous lui mettez des mots dans la bouche. Comment le process pour réussir à faire ça ? C'est intéressant. Alors oui, est-ce que c'est la voix féminine qui se cache en chaque homme qui parle ou pas Alors moi, je vais être extrêmement franc avec vous. J'ai aucun souci et problème pour travailler, pour imaginer et construire quelque chose avec une femme. Moi, encore une fois, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement sa situation, le côté artistique
de l'artiste. Je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui avait été écrit, de tout ce qu'elle a fait. Après, effectivement, c'est une fiction, mais je prends comme un compliment si vous... Parce que quand on lit, on la voit parler elle, quoi. On s'imagine pas l'homme derrière. Ouais. Les mots Alors, en question. j'ai pas forcément de réponse à ça, pour être très franc avec vous. Mais c'est une question que vous allez pouvoir vous poser grâce à moi. Exactement, je me pose cette question. Et l'idée, c'est aussi de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire de raconter l'histoire pour éclairer le présent, on l'a dit, mais aussi de stimuler la capacité d'ouverture d'esprit des lecteurs. Complètement. Et puis c'est surtout aussi réhabilité. Moi, je ne supporte pas l'injustice et je pense que ce qui s'est passé à cette femme, paradoxalement, c'est très injuste. Elle a fait des fautes, des erreurs, etc. Mais Lee Miller est une très, très, très grande photographe. Très grande. Et objectivement, jusqu'à quelques années, son nom était, à part les initiés, était pratiquement inconnu. Et c'est aussi ça, je pense, l'envie de vouloir réhabiliter une artiste à part entière qui a vraiment marqué son époque. Bien sûr. Alors, réhabiliter, c'est un mot qui correspond aussi à ce que vous faites, Gabrielle, puisque vous, à votre manière, vous réhabilitez cette vision qu'on a de la femme de 60 ans. C'est vrai, parce que déjà, pour pas citer, il y a un auteur français assez connu qui avait dit, voilà, qu'il avait 50 ans et qui serait incapable de faire l'amour avec une femme de son âge. Et il est surpris derrière, il paraît. Voilà, que plein de gens ont répété. Et j'avais pas pensé en écrivant. Mais non, c'était sorti de son contexte, a-t-il dit. Ah oui, c'est pas sa faute. Il n'a pas voulu dire. Voilà. Mais je me dis, peut-être il n'y a pas que les femmes aussi, elles ont le droit. Et moi, je il n'y a crache pas que les dessus femmes de 50 ans, il y a celles de 60. 60, mais je veux dire, les femmes aussi, elles ont le droit d'avoir envie d'être avec quelqu'un de plus jeune, quoi. Voilà, c'est pareil. Hein. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, quand on voit des femmes comme Madonna, tiens, c'est un très très bon exemple, qui a dit il y a peu de temps dans une interview que quand on est Mick Jagger, il n'y a aucun problème pour être avec une femme de 25 ans, mais que quand on s'appelle Madonna et qu'on est avec un jeune homme de 25, ça pose un problème à la terre entière. Et tout le monde l'appelle le nom d'un animal, la cougar. Elle dit que c'est du agisme bashing. C'est pour ça que vous avez moi, j'ai toutes mes promos pour le livre, je m'habille en cousin du cougar. En fait, léopard, c'est le cougar, c'est un peu boring. Mais on est encore dans une société où, avec des visions très arrêtées comme ça, et c'est aussi ça qui vous dérange, Gabrielle Lazur, non? Oui, peut-être parce que je suis américaine et québécoise, et qu'en arrivant à Paris aussi, je pense que les codes entre l'homme et la femme en France sont quand même plus compliqués. Il y a plus ce côté des rôles que chacun doit jouer. Nous, à Montréal, d'ailleurs, j'avais demandé à un copain acteur qui est allé faire un film là-bas et qui est resté. Je dis, mais pourquoi t'es resté? Il dit, parce que moi, je suis timide. Et puis à Montréal, les filles me branchent dans les bars et tout. Moi, quand j'ai grandi, mon premier amour, c'est moi qui suis allée lui parler. Il y a pas, ils ne prennent pas pour une folle. C'est normal, quoi. C'est un sens ou l'autre. Et c'est vrai que donc j'ai du mal encore avec ces codes-là plus traditionnels, on va dire, français, quoi. Et l'idée, c'est que cet épanouissement personnel, Gabrielle Lazur, dont vous parlez, c'est un épanouissement personnel qui est important à raconter aux hommes aussi. Parce qu'on parle des femmes j'avais depuis tout peur à l'heure. en fait du regard des hommes qui liraient le livre un petit peu, j'appréhendais, j'avoue, et puis et surtout un homme un peu plus de ma génération, et en fait il y a tous ceux pour l'instant qui m'ont fait des retours, c'est en fait ça les intéresse parce que ils apprennent des choses et voilà. Et vous, Benoît Pernin, pour continuer sur cette notion d'authenticité qu'il y a dans votre écriture, sur ces expériences et luttes intérieures propres à Lee Miller, donc qui était une femme, dans un monde dominé par les hommes, ce qui est encore le cas aujourd'hui, est-ce que vous êtes aussi penché sur votre propre expérience que vous avez pu voir, ou est-ce que vous avez posé des questions aux femmes qui vous entourent pour pouvoir lui donner ce ton juste, justement? Oui, j'ai un petit peu interrogé, j'ai fait lire à droite à gauche les premières épreuves pour voir si je n'étais pas complètement à côté de la plaque et surtout, effectivement, l'attitude qui pouvait correspondre à ce que pouvait ressentir une femme. Mais quand j'ai fait lire les premières épreuves à droite à gauche, en fait, les gens ont été tout de suite pris par l'ambiance et par la confrontation avec Man Ray. Par l'intrigue, ouais. Et finalement, parce que Man Ray, quand on lit un peu le texte, peut aussi avoir parfois des comportements, des raisonnements assez féminins. Oui. Et c'est en fait une espèce de double rôle qui m'intéressait.
l'un parfois peut être extrêmement agressif et l'autre attendrissant. Et c'est pour ça que je pense que la question que vous vous posez est beaucoup plus complexe en fait, des relations hommes-femmes. Et moi j'ai vraiment voulu faire une pièce de théâtre, un texte vraiment à égalité. J'ai pas voulu mettre d'un côté une femme, d'un côté un homme. Et finalement j'ai pas du tout écrit cette pièce en me disant Lee Miller est une femme et elle va revendiquer sa féminité et cette espèce d'injustice. Et parfois elle le fait avec Man Ray et elle met Man Ray KO. Ouais. C'est ça que je veux montrer aussi, c'est que c'est pas parce que c'est une femme qui a tort et que automatiquement elle va s'écraser. Au contraire. Au contraire, j'ai envie de dire aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans l'analyse des personnages. Bien sûr. Quelles sont les réactions du public à vos œuvres respectives? Alors vous, Gabriel, on a compris qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues vous voir derrière pour vous dire merci, en fait, hein, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous avez eu d'autre comme réaction alors? Et il y a aussi, j'ai fait qu'un salon du livre pour l'instant, et il y a eu d'autres réactions qui m'ont un peu fait sourire, mais bon, c'était normal parce que j'étais en province, à Angoulême, bon, c'était quand même une petite ville et tout ça, donc les gens sont un peu plus conventionnels, je crois, il y a plus un côté bourgeois comme ça, et déjà sur la couverture du livre, on voit que c'est un petit peu suggestif quand même, on imagine qu'il y a un côté érotique quand même dans le livre. Et c'est une main, pour ceux qui ne voient pas hein, sur YouTube, c'est une main avec un doigt sur un drap, quoi. Avec voilà, un peu de lumière, le lit, voilà, bon, on a le lit, voilà, le fameux. Pas la baignoire, mais là pour le coup c'est un lit. Ça peut marcher dans la baignoire ça aurait aussi. pu marcher dans une baignoire aussi, mais là c'était encore plus hot, on va dire. Et il y en a qui sont passés comme ça un peu gênés, quoi. Donc je pense qu'il y a des gens encore 60, 70 ans qui sont ma génération, mais pour moi quand je les vois. Comme si je voyais mes grands-parents, quoi. Je sais pas, je m'identifie pas trop, mais je vois qu'il y a des personnes qui sont pas tout à fait à l'aise avec. Et votre idée, c'est pas aussi de leur permettre de tout d'un coup, s'ils prennent le bouquin qui les dérange en passant, bah ils vont. Et puis le fait peut-être qu'ils me connaissent un peu comme actrice, ça peut un peu les rassurer aussi, quoi. Se dire pourquoi pas. Donc est-ce que vous avez eu quelqu'un de complètement coincé qui est venu vous dire je me suis décoincé grâce à vous, Gabriel Lazur? On va voir, j'ai pas encore tous les retours. On espère, mesdames. Ça serait bien. J'aimerais bien avoir les retours nouvelle aussi. Vie, quoi. Et vous, Benoît Pernin, alors les réactions en général? Alors, moi, les réactions, c'est étonnant, c'est de se dire j'ai envie de connaître plus Lee Miller. Tant mieux, voilà. J'ai envie de dire. Exactement. Beaucoup de gens ne la connaissaient pas. Connaissaient cette photo, on avait entendu parler, sans se voir réellement. Oui, ça fait partie de l'inconscient collectif. Voilà, ces photos qu'on voit passer parfois. Et il y a des gens qui sont venus me voir, j'ai reçu des mails en disant franchement, qu'est-ce que vous me conseillez comme autre livre sur Lee Miller? C'est toujours. Mais voilà, c'est plus ça, c'est plus une envie de découvrir qui elle était. Et je pense que paradoxalement, le film qui a l'air de très bien marcher. Vous l'avez pas vu? Si. Ah, alors vous en pensez quoi? C'est bien. Ouais. Non, c'est bien. En fait, moi j'étais plus intéressé par la seconde partie quand elle est vraiment reporter de guerre. Kate Winslet est remarquable. C'est une sacrée comédienne. Il y a même une espèce de mimétisme physique assez étonnant, je trouve, avec ce qui devait être Lee Miller dans les années 40. C'est très très bien. J'aurais pas forcément traité en toute simplicité la scène de la baignoire comme ça, voilà. Mais je trouve du coup, on est obligé d'aller le voir maintenant. Ça manque un peu d'émotion. Ah, oui, il faut y aller. Ça manque d'émotion. La scène de la baignoire, je trouve, manquait un petit peu d'émotion. Surtout que c'est, comme vous dites, une scène finale, quoi, presque. Exactement. Ouais. Eh bien, c'est excellent sur Sud Radio. On est avec Gabriel Lazur et son livre À la recherche du plaisir perdu. C'est sorti chez Héloïse d'Ormesson. Et Benoît Pernin et son livre Détachée mais pas indifférente. C'est sorti aux éditions Maya sur Lee Miller. Je vous le recommande. Allez, vous restez avec nous pour la fin de cette émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. C'est excellent d'être avec vous comme tous les dimanches sur Sud Radio. On est bientôt à la fin de cette émission, mais il nous reste encore quelques instants ensemble avec la comédienne écrivaine Gabrielle Lazur et son très joli livre À la recherche du plaisir perdu. C'est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis Benoît Pernin, directeur des relations presse chez Orange, et sa pièce de théâtre sur Lee Miller dans la baignoire d'Hitler, détachée mais pas indifférente, c'est aux éditions Maya. Alors, sur l'importance du passé, Benoît Pernin, pour le présent en fait, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, entre souvenirs enfouis et découvertes choquantes, il y a l'histoire de ce fils qui redécouvre cette histoire familiale longtemps dissimulée. On peut tous se reconnaître quand même dans cette histoire, et finalement, si on levait le secret de famille, et si est-ce que le présent serait pas plus éblouissant, j'ai envie de dire? Je pense, surtout qu'on ne peut pas se construire un futur si on ne connaît pas son passé. Effectivement, ces secrets de famille que cet homme a connus, il a dû quand même lutter pour aller chercher la vérité et surtout redécouvrir qui était sa mère. C'est du reste assez bien montré dans le film. Je
je pense que c'est essentiel pour avoir une vie saine, structurée, et être psychologiquement adapté pour les futures épreuves. Enfin, Après, on est quand même majoritairement tous dans des familles où il y a des secrets qui sont rarement levés, on peut le dire. Oui. Comment on fait avec ce passé qu'on ne connaît pas, du coup, à votre avis? On l'écrit, justement, comme vous faites? Alors, on peut l'écrire. Moi, j'écris beaucoup. Ouais. J'écris beaucoup. Et vous savez, du reste, Cocteau avait une très belle phrase qui disait « Écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture ». Et je pense, je crois que cette phrase est assez vraie. En fait, on écrit des belles choses que quand on aime. Ouais. Tout le reste, on peut raconter des histoires. C'est pas voilà. Mais je pense que ce qui va toucher aussi les lecteurs, c'est ça, c'est voir l'espèce de véracité, une espèce de choses un peu profondes que l'auteur écrit et les gens vont se ressentir dessus. Alors. Après, c'est toujours dangereux, une espèce de mimétisme, de lire une pièce en disant « oui, moi aussi c'était ça, donc ça a été écrit, c'est bon, c'est réglé ». Non, je pense que c'est mieux de le faire soi-même, c'est bien d'écrire. Et je pense que tout le monde peut écrire, pas forcément être édité ou autre, mais non, voilà, mais l'écriture est une libération. Ça a été ça pour vous, Gabriel? Moi, ça a été ça pour moi aussi. Parce que vous avez avec le premier livre déjà qui s'appelle Maman, cet océan entre nous, parce qu'en fait les journalistes et tout, quand j'ai commencé à travailler comme actrice, me posaient la question pourquoi vous êtes restée en France, et moi je répondais parce qu'il me fallait au minimum un océan entre moi et ma mère. Donc ça a été un peu comme une dernière étape thérapeutique aussi. Et puis voilà, c'est juste il faut de la discipline, c'est pas forcément facile. Moi j'aime bien faire ça le matin plutôt, mais moi ça me fait beaucoup Comment bien. vous écrivez, dans quelles conditions vous? Pour moi, c'est mieux. Là, dans les phases préparatoires, parce que je suis en train de réfléchir à un nouveau roman, là, la phase préparatoire, c'est plutôt même peut-être le soir ou un peu libre, même un peu bourré, un peu n'importe quoi plus. Mais quand vraiment c'est l'écriture, c'est mieux le matin pour moi, quand je suis vraiment, vraiment bien, l'esprit clair et j'ai toute mon énergie et là, je peux avancer plus. Mais pour la recherche d'idées, parfois, c'est bien d'être un peu plus dans le lâcher-prise, quoi. Et alors vous, Benoît Pernin, qui avait quand même un job qui prend du temps, on peut le dire, hein, parce que directeur des relations presse chez Orange, il faut y aller, parce que vous êtes là dans le groupe depuis bientôt 20 ans, je crois, en plus. 10 ans, pardon, excusez-moi. Du coup, comment vous faites? Vous vous levez à 5h du mat? Alors, vous vous couchez à 2h? Alors oui, effectivement, j'ai pu écrire tôt le matin ou sinon le week-end. Mais après, il y a eu un gros travail de recherche, de lecture. J'ai beaucoup lu, pendant 6 mois pratiquement. J'ai tout lu ce qui a été fait sur elle. Et après, l'écriture, oui, c'est plutôt les week-ends, tôt le matin, tard le soir ou les vacances. Et donc, vous arrivez à vous créer 2 journées en une, quoi? Parce que c'est un exercice, quand même. Oui, mais bon, ça suscite. C'est un acte d'amour, donc ça marche, c'est ça? Exactement, c'est aussi un acte d'amour. Mais oui, non, mais j'y arrive. Enfin, quand on est dans le sujet et quand on aime, on ne compte pas. Ça donne de l'énergie aussi. Vous aussi, c'est un acte d'amour parce que vous parlez pour les autres aussi. Hein, vous racontez cette libération pour les autres femmes, notamment. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est juste de donner des ailes aux vieilles, quoi. Parce qu'en anglais, on dit to empower, c'est plus joli. Mais il paraît qu'il y a un truc en français, genre empuissamment ou je sais pas quoi, mais ça fait bizarre pour moi. Empowerment, c'est mieux. Moi, j'ai donné des ailes, voilà. Donner des ailes aux vieilles, j'adore. Vous, Gabriel Lazur, vous avez quand même débuté et puis bossé avec des sacrés réalisateurs dans votre carrière, dont par exemple Alain Robbe-Grillet, Philippe Labro, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à un moment donné d'un plateau de tournage, parce que vous avez réalisé aussi, vous avez fait les planches de théâtre, mais là tout d'un coup le fait d'écrire, c'est quand même un exercice extrêmement différent. C'est différent, oui, mais j'ai toujours en fait un peu écrit. J'ai toujours adoré le cinéma, même à Montréal, ado, j'allais voir les films d'auteurs, d'arrêt d'essai et tout, et j'ai toujours un peu tenu un journal. Je pense que c'est ce phénomène du journal, quand on est dans des histoires de famille qui sont pas faciles parfois, quand on est un peu solitaire, ça aide c'est une sorte de petite thérapie qu'on se fait avec soi-même, quoi. Puis après j'écris un peu des chansons et donc c'était toujours une envie, quoi, c'est ça que vous dites. C'était un truc que vous aviez, enfin même pas une envie puisque vous le pratiquiez depuis des années. J'ai toujours, et qu'à un moment donné vous avez piles, après je jette des fois, mais c'est vrai que j'avais jamais trop, à part faire des chansons, des scénarios. Mais j'avais pas vraiment pensé à faire un roman, quoi. Et donc finalement la dualité, c'est une question que je vous poserai aussi, Benoît Pernin, mais la dualité, c'est pas un défi pour vous, c'est juste logique? Non, ça va ensemble. Et même que l'écriture avec les différents amants qu'elle va rencontrer, qui sont un peu les chapitres un peu comme ça, en l'écrivant, j'ai visualisé, parce que j'ai vu tellement de films dans ma vie, j'étais dans tellement de jurys, de trucs et tout, que
pour moi, ça pourrait donner une très bonne petite mini-série pour une plateforme, par exemple, avec 6 épisodes ou je ne sais quoi. Donc, on lance un appel. En écrivant le roman, j'ai pensé déjà à la série, moi. Ok, la série à la recherche du plaisir perdu, bientôt sur Netflix. Parfait. Et alors vous, cette dualité justement entre votre travail de la journée, j'ai envie de dire, et votre travail du matin ou du soir ou du week-end, qui est l'écriture, comment est-ce que vous la gérez? Est-ce que c'est juste, vous posez pas la question, quoi? C'est une histoire d'envie? Je me pose pas la question. Vous cadrez quand même? Pour écrire, il faut se cadrer, ça c'est sûr. Je me pose pas la question, mais on vit le temps de l'écriture, on vit beaucoup avec ses personnages. Voilà, même quand on est au-delà de son ordinateur, ou ailleurs, c'est quand même quelque chose qu'on porte. Ils deviennent familiers, quoi. Ah mais complètement. Vous les connaissez. Alors moi, par vous savez, cœur, je suis absolument pas historien, mais je pourrais raconter la vie de Lee Miller. Vous êtes passionné d'histoire, on peut le dire. Voilà, je suis passionné d'histoire. Ça c'est dû à ma culture, à mon éducation. Mais effectivement, je pourrais raconter. Je connais la vie de Lee Miller parfaitement, et c'est pour ça que le film m'a plu, parce que il est assez vrai. Vous parliez de films où parfois les histoires changent. Là, non, c'est assez vrai, c'est assez fidèle en fait à la vie de Lee Miller. Donc, on vit avec en fait, on vit avec les personnages que l'on crée. D'accord, mais c'est beau, mais des fois ça doit être un petit peu obsédant, non? Des fois, ils ont leur propre vie, on dirait. Ouais, quoi. On n'est pas toujours dans le contrôle, je trouve. Ils vivent avec vous. On a on vit ensemble, quoi. Voilà. Oh, c'est sympa. Bon, ça donne envie d'écrire, en fait, cette histoire. Si d'ailleurs, tiens, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, dans l'écriture, vous, Gabrielle Lazur, le premier conseil que vous donneriez? Pour moi, pour n'importe quelle chose artistique, moi je trouve qu'il faut le faire seulement si on a vraiment besoin de le faire. Ah, faut que ça soit un besoin. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand il y a quelque chose de vraiment fort derrière, et après ça va vous porter, et puis le reste va venir naturellement. On fera tous les efforts, les recherches, tout ce qu'il faut pour arriver à ce qu'on a envie de faire, mais il faut quand même une forte motivation au départ, je crois. Ça résonne chez vous, ça, Benoît? Oui, et puis moi je suis toujours très admiratif par les gens en fait qui racontent des histoires. Voilà. Vous faites un storyteller, comme on dirait. Ouais, alors c'est vrai que les Américains pour ça sont très 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 forts. Maintenant c'est pratiquement industrialisé. Mais voilà, je trouve que quand on veut écrire, en fait, toute la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'écriture, la peinture, le cinéma, voilà. Moi j'ai toujours aimé les créateurs, les gens qui vont au-delà de ce qu'ils savent faire, et surtout pour les autres. C'est qu'est-ce qu'on transmet derrière une fois que le produit est fini. C'est ça qui est, je trouve, intéressant. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ce qui nous amène à la dernière question de cette émission, c'est celle qui reste. Pardon pour la transition bidon. Que dirait, Benoît Pernin, vous d'abord, que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez? Si vous aviez un petit message pour lui, ça serait quoi? Continue de rêver. Ouais, le rêve, ça a été partie prenante dans votre vie, quoi. Je pense que le rêve est un élément essentiel, et quand on est adulte, quand on vieillit, quand on grandit, souvent on oublie ses rêves. Ouais. Et je trouve que c'est dommage. Et finalement, tous les grands créateurs, quelque part, ils sont restés accrochés à ils ont une part d'enfance. Je relisais il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a fêté les 40 ans de la mort de François Truffaut. Oui. Je relisais un peu une bio sur lui. C'était un grand enfant, François Truffaut, en fait. Et ce qu'il a fait dans sa vie, sa carrière, ses films sont formidables. Ils sont aujourd'hui, 40 ans après, toujours d'actualité. Parce qu'il a cette liberté. Il avait cette liberté. Il avait cette liberté, ça va de fait. Et vous, Gabrielle Lazur, qu'est-ce que vous lui diriez alors à cette petite fille aujourd'hui de là où vous êtes? Moi, je dirais maintenant mon nouveau leitmotiv un peu, c'est « Everything is exactly the way it's supposed to be ». Alors, tout est exactement comme ça doit être, c'est ça? Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien. Et ça, c'est un message que vous pourriez passer aux auditeurs aussi, en fait. Oui. Les choses n'arrivent jamais par hasard, c'est ça que vous voulez dire. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une raison pour les choses, et tout est exactement comme ça doit être. Il faut juste faire confiance aussi un peu à la vie, quoi. Faire confiance au silence. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus par ici. Merci. Je rappelle aux auditeurs, aux auditrices qu'il faut absolument lire À la recherche du plaisir perdu de Gabrielle Lazur. C'est très agréable à lire d'ailleurs. C'est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis alors Benoît Pernin, cette histoire de Lee Miller dans la baignoire d'Hitler et de ce dialogue avec Man Ray, c'est à lire aussi. Ça s'appelle Détachée mais pas indifférente, et c'est sorti aux éditions Maya. Un bisou à Juju qui réalise pour vous aujourd'hui. Et puis vous pouvez tout podcaster sur sudradio.fr, vous le savez, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, Deezer, etc. Je vous embrasse, c'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair.